viens de voir et d'entendre, voilà, je serai beaucoup plus universitaire. Je crains encore beaucoup plus que mon collègue de ce matin, voilà, qui a fait le show. Mais moi, je ferai le froid, le comique absolu du cabaret. Oui, non, merci, je peux faire mieux. Alors, il me faut d'abord satisfaire votre curiosité sur mon titre qui peut intriguer. Quel est ce comique absolu dont le cabaret aurait le privilège? Alors, je vais vous décevoir. Il ne s'agissait pas pour moi, avec cette formule, de faire attendre un éloge hyperbolique du cabaret pour faire plaisir aux organisatrices et organisateurs de cette journée et à vous-même, mais simplement de reprendre une expression, plus qu'une expression, un concept à celui qui, en France, est notre grand théoricien du rire et du comique, non pas Bergson, surtout pas Bergson, mais Charles Baudelaire. Alors Charles Baudelaire, qui est le seul écrivain français à avoir écrit un essai entier consacré au rire, intitulé « De l'essence du rire », et publié en 1855. Avant, je vous assure, vous avez sans doute l'image d'un poète très mélancolique et sinistre, mais Baudelaire est pour moi le grand penseur français du rire, avec Rabelais, dont je parlerai également un peu plus tard. Je précise donc que je laisse de côté tout de même pour aujourd'hui ma casquette d'anthropologue du rire et pour m'intéresser plutôt à la culture du rire. Donc je vais rester au domaine historique. Alors cette image d'ailleurs n'est pas celle de la publication originale de l'essai de Baudelaire qui est apparu dans une modeste revue du Second Empire, Le Portefeuille, mais j'avoue que je n'ai pas eu le temps d'aller à la Bibliothèque nationale et je n'ai pas trouvé sur Internet un cliché du portefeuille. D'ailleurs, mes images ne serviront pas à grand-chose, mais j'ai bien compris que s'il n'y avait pas de PowerPoint, ça allait beaucoup décevoir Camille. Donc voilà, il y aura quelques images pour illustrer, mais enfin bon, elles ne serviront à rien. Alors je reviens à Rabelais et à Baudelaire. Bien sûr, ni l'un ni l'autre n'ont connu le spectacle du cabaret tel qu'il se fixe à la fin du XIXe siècle. Il ne s'agira donc pas pour moi de vous faire un descriptif, un historique du cabaret fin de siècle. Cela, Laurent Bill l'a fait très bien ce matin. Mon propos sera à la fois plus général et plus théorique. En gros, il y aura deux objets. D'abord, y a-t-il une esthétique propre au cabaret par rapport aux autres formes du spectacle vivant, une originalité artistique découlant de la forme cabaret. Et compte tenu de cette définition, j'essaierai d'esquisser une préhistoire du cabaret, quitte à remonter jusqu'à l'Antiquité, vous verrez. Alors, de la façon la plus simple, il faut toujours, lorsqu'on essaie de théoriser, de commencer par des choses très simples. Il y a trois caractéristiques qui me semblent indubitables du cabaret à travers l'histoire. D'abord, c'est un spectacle donné par des professionnels, ou du moins qui désirent l'être, à des tables d'un cabaret, c'est-à-dire dans un lieu où l'on boit. On mange, mais où l'on boit surtout. Alors de fait, je ne vais pas du tout me faire le défenseur ou l'avocat de l'alcoolisme, mais il est vrai que le lien entre la fête qui se rapproche du cabaret et la consommation de vin en particulier, c'est une grande tradition. Vous verrez, ça remonte à l'Antiquité, et qu'en particulier au XIXe siècle, la question de l'alcoolisation, le partage de la boisson alcoolisée, fait vraiment partie de la culture du cabaret et, pour aller dans le même sens de ce que disait Laurent Bill, de la culture politique. Au XIXe siècle, permettre au peuple, en particulier, de boire, c'est s'opposer à l'Église qui regarde ça avec beaucoup de méfiance, même s'il y a des pratiques alcooliques dans l'Église, mais ça c'est autre chose, et aussi s'opposer aux bourgeois qui craint que le peuple qui se met à boire pourrait faire la révolution. Et donc il y a des grandes revendications sous la Troisième République d'ouverture des débits de boissons, et donc il y a une signification proprement idéologique, politique et très positive d'ailleurs de la consommation alcoolique, en particulier, donc je répète, du vin. Voilà, c'est une réalité historique, hein, si on enlevait aussi de la littérature française tous les poètes alcooliques, hein, Baudelaire, Musset, Rimbaud, Verlaine, etc., il n'y en aurait plus beaucoup. André Gide est mort de consommation d'absinthe, et Alphonse Allais aussi, qui est la grande star du chat noir. Voilà, je dis ça. Donc, d'une part, donc, la consommation festive, la convivialité festive, et des professionnels qui font un spectacle. Deuxième point, et ça a été évoqué à plusieurs reprises pendant la table ronde ce matin, la proximité avec le public. Une sorte de connivence, de complicité qui doit s'établir avec le public. Alors, elle est plus ou moins sincère, elle est plus ou moins téléphonée, elle est plus ou moins maîtrisée par l'artiste, mais il doit se passer quelque chose. Et le troisième point,
c'est dans un lieu alternatif. Le cabaret n'est pas une salle de spectacle. Et il est évident que la question de l'institutionnalisation du cabaret, évidemment, est un point sensible parce que, à l'origine, le cabaret, c'est tout sauf un lieu institutionnel et ça s'oppose, par exemple, au monde du théâtre au XIXe siècle. Voilà, entre parenthèses, d'ailleurs, ces trois caractères s'appliquent très bien aux bars et aux petites salles de New York, notamment des Greenwich, où a pris forme le stand-up dans les années 1950. Je veux dire que le cabaret, culturellement, a représenté en France ce que le stand-up a représenté dans le New York des années 50, 60 et 70. Je le dis au passage parce que tout ce que vous faites, parce que j'ai entendu ce matin, au fond, parallèlement, c'est ce qui se passe dans les salles de stand-up ou les comedy clubs, sauf que la comedy club, comme son nom l'indique, c'est une institution new-yorkaise et non pas française, contrairement au cabaret. Alors évidemment, vous savez aussi qu'il y a deux moments clés dans l'histoire du cabaret. Alors bien sûr, la fin de siècle, avec les cabarets Montmartrois, le Chat Noir, etc. Alors pourquoi ce moment? Alors pour une chose qui était en filigrane dans le propos de Laurent Bill, mais c'est que avant la Troisième République, et en laissant de côté la décennie 1870, qui est une décennie extrêmement répressive, comme ça a été dit, mais en gros, à partir de 1880, la loi sur la liberté de la presse, avant, ce n'était pas possible d'avoir un spectacle libre dans un cabaret. C'est-à-dire que c'était pour des raisons de répression et de contrôle de la police, on ne pouvait pas se permettre d'autoriser un spectacle dont les performances n'auraient pas été vues par la police, autorisées, etc. Donc tout simplement, un espace de liberté secret. Et c'est pourquoi, avant, il y avait des goguettes. Les goguettes étaient des sociétés chantantes. C'est-à-dire qu'en principe, ce n'est pas ouvert au public. C'était 20 personnes, pas plus de 20, puisque la loi interdit qu'il y ait plus de 20 personnes, qui forment une société et qui chantent des chansons, effectivement, entre elles. Alors, le public, parfois, intervenait, il y avait parfois 30, 40 personnes, mais en principe, c'est une société fermée. Donc, le cabaret, la culture du cabaret, est une culture de la liberté. Voilà, je voulais insister sur ce point et bien comprendre qu'il y a une césure dans l'histoire du spectacle, même si la censure officielle a disparu en 1906. Bon, il n'empêche qu'à partir de la Troisième République, on est dans un espace de liberté qui change les conditions du spectacle. Voilà, donc il y a d'abord ce premier temps, et le deuxième temps, bien sûr, c'est les années 50, avec les cabarets de la rive gauche et de la rive droite. Alors, voilà. Ah non, j'ai déjà oublié, ça c'est le Chat Noir, voilà. Un dessin de Rodolphe Salis, qui était le propriétaire du Chat Noir. Et voilà, pour illustrer le cabaret, vous voyez Poiré-Serrault dans un des cabarets célèbres de Paris, chez Gilles, en 1953. Alors, pourquoi l'explosion du cabaret dans les années 50? D'abord, tout simplement, je dirais, le désir de faire la fête dans les après-guerres. Il y a eu le même phénomène d'ouverture de music-hall après la Première Guerre mondiale. Le développement aussi d'une musique nouvelle, c'est aussi l'arrivée en masse, enfin elle existait déjà avant, mais du jazz dans les cabarets, notamment rive gauche, et une tradition très différente de la musique du music-hall, qui est une musique beaucoup plus populaire et dans la tradition du café-concert français. Une forme d'humour qui se distingue du comique populaire, qui est le comique du cinéma à l'époque et du théâtre, même si les stars du cabaret termine au cinéma, un peu comme les vedettes du stand-up aujourd'hui. Et puis aussi la légèreté de l'investissement. Ça coûte moins cher d'ouvrir un cabaret dans une cave de Saint-Germain-des-Prés. Et la France est alors très pauvre lorsqu'elle sort des années de guerre et d'occupation. Et puis dernier point tout de même, c'est le déclin des music-halls aussi. L'âge d'or des music-halls, c'est l'entre-deux-guerres qui succède au café-concert. Et il y a encore des music-halls qui entretiennent la tradition, mais disons que le temps de music-hall est passé. La plupart des musicals sont transformés en cinéma. En fait, on le voit encore dans les villes de province où on reconnaît derrière les cinémas l'architecture du musical. Voilà, donc ces cabarets sont connus. Il y a les cabarets rive gauche, si vous voulez que je cite. Vous connaissez l'échelle de Jacob, le Tabou, la Rose Rouge, l'écluse, le Quodlibet. Et puis sur la rive droite, vous avez chez Gilles, donc Miller-Larsouille, Patachou, les Trois Baudets, etc. Bon, je passe. Voilà donc. Cela dit, j'oublie le vrai cabaret maintenant et je remonte le temps et je voudrais répondre à la question suivante, en tout cas commencer par la poser. Y a-t-il des formes archaïques du cabaret et que nous apprennent-elles sur lui? Alors, beaucoup de choses.
si l'on admet que le cabaret, c'est à la fois une atmosphère conviviale, je crois que c'est très important, qui est favorisée, symbolisée par la boisson, la consommation partagée, mais il y a quelque chose de la complicité festive dans le cabaret, et d'autre part, une sorte de fantaisie, de joie extravagante qui fait sortir des cadres. Alors, je vous avais dit que j'allais remonter très loin, et là, vous avez un tableau représentant Bacchus, entouré de joyeux personnages, et en effet, on peut remonter au rite dionysiaque. Alors, Dionysos, vous le savez, c'est le dieu du vin, de la fête et des excès en tout genre, mais c'est aussi de la grande cérémonie religieuse autour de Dionysos, les grandes Dionysies, à Athènes, c'est de là que naît le théâtre, tragédie et comédie. Donc le théâtre issu du cabaret, si je puis dire, d'une certaine manière, c'est-à-dire de ce dérèglement festif qui est incarné par Dionysos et qui a été analysé, vous connaissez les textes de Nietzsche sur l'opposition entre Dionysos et Apollon. Voilà, mais je veux insister en tout cas sur ce lien matriciel entre la fête dionysiaque et le théâtre. Alors je reste dans l'Antiquité pour évoquer dans la foulée des grandes Dionysies une pratique sociale alors plus proche de ce que je veux faire comprendre à propos du cabaret, et dont nous avons un exemple célèbre avec un dialogue de Platon, à savoir le banquet. Le banquet de Platon, un des dialogues socratiques de Platon. Alors la traduction banquet est d'ailleurs mauvaise. Le terme grec est symposion, qui a donné symposium en français, mais avec un sens très différent. Symposion, c'est le fait de boire ensemble. Tout ça, c'est le partage de la boisson, le fait de se réunir ensemble pour boire, faire la fête et tenir les propos les plus spirituels que possible. Et il pouvait y avoir des danseuses, d'autres choses, etc. Ça pouvait même dégénérer en orgie, comme dans le Satyricon de Pétrone, qui est un auteur latin du 1er siècle après Jésus-Christ. Et là, évidemment, vous avez le Satyricon de Fellini, donc version cinématographique. Mais alors, je reviens à Platon, qui est d'habitude un auteur sérieux, très sérieux. Or, ici, avec le banquet, nous avons un texte exceptionnellement drôle et écrit en partie pour amuser. Alors, le pitch, si je puis dire, c'est Agathon qui a gagné le concours de tragédie aux Grandes Dionysies. Il a fait un grand festin, on a beaucoup mangé et beaucoup bu. Il invite ensuite des amis à simplement boire et s'amuser ensemble autour d'un thème particulier. Chacun doit inventer, faire un discours en quelque sorte, ou faire un sketch, si vous voulez, autour du thème de l'amour. Donc on a une sorte de battles philosophico-fantaisistes où il y a de la fête, de la fantaisie, de la drôlerie faite de punchline, si je puis dire, une complicité spirituelle et quelque chose de licencieux, voire d'érotique couronnant le tout. On avait déjà ça avec les Dionysies, c'est l'alliance, ça complète le tableau, la complicité, encore une fois, avec de fait le vin, le rire, la fantaisie et quelque chose qui relève d'une excitation sexuelle ou érotique. Bon, évidemment, le terme de bacchanal, d'ailleurs, fête de Bacchus, vous voyez bien le sens qu'a pris ce rituel dans le vocabulaire courant. Alors l'immense différence avec le cabaret, dans tout ce que je dis depuis tout à l'heure, c'est qu'il n'y a pas ici des performeurs et un public. Ce sont des manifestations où on est ensemble, parce que s'il y a un public, ça doit être beaucoup plus codifié. Et on retrouve ce que je disais à propos de l'opposition entre les goguettes et le cabaret fin de siècle. Dans une société traditionnelle, il ne peut pas se passer n'importe quoi avec un public. S'il se passe n'importe quoi, il faut que ce soit relativement en cercle fermé. Mais je voudrais souligner au cours de mon intervention le fait que ce n'est pas si grave et la différence n'est pas si nette, et vous verrez pourquoi. Voilà. Alors, je pourrais aussi évoquer, mais je ne le fais que rapidement en passant, les spectacles donnés au Moyen-Âge dans des cours royales ou aristocratiques, notamment avec la figure du bouffon. Là, vous avez un bouffon de cour. Et le personnage du bouffon revient d'ailleurs souvent au XIXe siècle, chez Baudelaire en particulier, et ce n'est pas du tout insignifiant, et vous verrez pourquoi. Alors, cela dit, ce qui me rapproche un peu plus de mon sujet, c'est le cabaret d'Ancien Régime, là, le vrai nom de cabaret, et en particulier ce que l'on a appelé les poètes de cabaret, qui est un
un phénomène littéraire, culturel et je dirais aussi politique important au début du XVIIe siècle. Alors le cabaret, c'est un des nombreux types de débits de boissons, bien sûr, qui existent à Paris ou hors de Paris. Alors il y a beaucoup de cabarets hors des limites de Paris, dans les faubourgs. Pourquoi? Parce qu'il y avait l'octroi à l'époque et il fallait payer des impôts. Donc le vin coûtait plus cher si on buvait dans Paris ou à l'extérieur de Paris. C'est pour ça que beaucoup de cabarets, de débits de boissons, s'étaient créés autour de l'enceinte parisienne. Deuxièmement, on pourrait croire qu'à force de voir dans ces textes-là, où décidément on accorde beaucoup d'importance au vin et à l'alcool, c'est qu'en fait à cette époque, on boit beaucoup plus dans l'espace public que chez soi. Nous avons aujourd'hui une consommation alcoolique et une consommation dans l'espace privé, beaucoup. Là, à l'époque, on va au débit de boissons, et dans le cabaret en particulier, mais les consommations sont beaucoup moins chères relativement que dans les cafés actuels. Donc le cabaret est un lieu de rencontre et de convivialité beaucoup plus naturel. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, c'est qu'on n'a pas le droit de se réunir en public. Le seul lieu public où l'on peut se réunir de façon à peu près libre, c'est l'église pour aller à la messe, mais bon, c'est quand même pas très rigolo. Tandis qu'aller dans un cabaret pour consommer, il y a l'autorisation, on peut être ensemble. Tout bêtement, c'est ça aussi, c'est le fait de contourner le contrôle de la police, même si les responsables de débits de boissons ont presque toujours été des indicateurs pour la police au cours des siècles. Voilà, donc on boit au cabaret, on est entre amis, on plaisante et on chante. Il y a aussi l'importance du chant et de la chanson que l'on chante soi-même. Je veux dire que maintenant, lorsqu'on veut écouter une chanson, on a des appareils, mais à l'époque, la chanson est partagée. Forcément, il faut chanter pour l'entendre, puisqu'il n'y a pas d'appareil pour la diffuser. Et donc, le chant a une fonction de sociabilité extrêmement importante. Et d'autre part aussi, la chanson fait moins peur au pouvoir. Par exemple, sous l'Ancien Régime, les théâtres étaient sévèrement censurés. Il n'y avait que 4 théâtres autorisés à Paris, mais on autorisait des salles de spectacle plus ou moins provisoires, généralement dans des baraques en bois à l'extérieur de Paris, c'est-à-dire sur le boulevard qui était à l'extérieur de l'enceinte, d'où la notion de théâtre de boulevard. Simplement, ça ne devait pas être des pièces dites. Il fallait que ce soit chanté. D'où le mélodrame, qui veut dire le drame chanté, ou le vaudeville, qui était une suite de chansons. Et donc la chanson, à la fois, elle permet de diffuser la contestation, comme le disait Laurent Bill, mais on a le sentiment que c'est moins grave de dire quelque chose en chantant qu'en parlant. Et donc il y a une culture de la tolérance, et ce qui fait que la culture du cabaret est une culture de la chanson. Et ceux qui critiquent, par exemple, dans des cabarets, la politique sous la Troisième République, ce sont des chansonniers, et les chansonniers font des chansons, et ne disent pas quelque chose. Chanter un slogan politique ou une contestation, ça paraît plus acceptable que le dire. Donc ça, c'est très important. L'importance de la chanson, le lien aussi dans le cabaret avec la chanson. Il faudra ajouter ça, fantaisie, chanson, rire et un petit peu d'érotisme ou de libertinage, disons les choses comme ça. Alors pour ce cabaret d'Ancien Régime dont je parle, il y a 2 moments particuliers. D'abord, donc, disais-je, les poètes de cabaret. Les poètes de cabaret, c'est un épisode très important de l'histoire littéraire. On est au début du XVIIe siècle. Et c'est quoi des poètes de cabaret? Ce ne sont pas des poètes de cour. Et donc, ils vont dans des cabarets pour boire, pour être éloignés des lieux du pouvoir. Et donc, ils sont plus libres. Ils sont plus libres. Et qu'est-ce qu'ils font comme liberté? Contestation morale et religieuse. C'est-à-dire, ce sont des libertins et qu'ils remettent en cause la religion. Et c'est pour ça qu'ils vont être censurés, que le phénomène des poètes de cabaret va disparaître. Alors, je pourrais nommer les plus célèbres, mais je ne sais pas si vous les connaissez. Il y en a un que vous connaissez parce qu'il est devenu un personnage de théâtre connu, c'est Cyrano de Bergerac. Mais les autres, Scarron, Saint-Amand, et le plus important, Théophile de Viau, qui va en mourir, je vais vous le dire dans un instant. Donc, d'une part, la contestation. C'est un lieu de contestation par le seul fait que l'on est joyeux, parce que s'amuser en rigolant, c'est déjà en soi contester la religion. Le cabaret s'inscrit dans une contestation d'autorité religieuse. Et la principale contestation du cabaret, c'est d'abord effectivement la répression religieuse et la répression du pouvoir au-delà. Mais d'abord, voilà, se dire on s'amuse. Deuxième chose, c'est une poésie joyeuse et burlesque. Ces poètes de cabaret qui pratiquent le burlesque étant la représentation familière, vulgaire de choses nobles. Donc c'est une sorte de parodisation
de ce qui est digne en principe, qui exige la solennité. Et troisième point, je dirais, c'est le libertinage au sens commun, c'est-à-dire une certaine audace sexuelle. Ça veut dire que on s'amuse avec les femmes. Voici par exemple ce que Baudelaire qui fait l'éloge des poètes de cabaret, et qui, lui, vous savez, a des problèmes avec l'alcool, et donc il dit, si voilà, on est ivrogne maintenant au XIXe siècle, c'est qu'on s'est plus amusé comme au temps du cabaret. Je lis un extrait d'un éloge qu'il faisait d'Edgar Poe, qui lui aussi avait des problèmes avec le vin. L'ivrognerie littéraire est un des phénomènes les plus communs et les plus lamentables de la vie moderne. Mais peut-être y a-t-il bien des circonstances atténuantes. Du temps de Saint-Amand, de Chapelle et de Colté, la littérature se saoulait aussi, mais joyeusement en compagnie de nobles et grands qui étaient fort lettrés et qui ne craignaient pas le cabaret. Certaines dames ou demoiselles elles-mêmes ne rougissaient pas d'aimer un peu le vin. Aujourd'hui, l'ivrognerie littéraire a pris un caractère sombre et sinistre. Il n'y a plus de classe spécialement lettrée qui se fasse honneur de frayer avec les hommes de lettres. Donc le cabaret, à l'époque des poètes de cabaret, était un espace où pouvaient se mêler, comme d'ailleurs au Chat Noir, à la fois les poètes, les artistes, mais aussi les gens de bonne compagnie. Donc, disais-je, libertinage, mais aussi à l'époque, on est au début du XVIIe siècle, l'homosexualité, puisque Cyrano de Bergerac n'était pas du tout le soupirant transi qu'en a fait Rostand, c'était un homosexuel qui était connu pour sa liaison, et Théophile de Viau aussi, il a été enfermé, et il est mort quelques mois en sortir de prison, à la fois pour ce qu'il représente comme contestation religieuse, mais aussi ce que représentait à cette époque comme opposition frontale à la morale religieuse, son homosexualité. Voilà, donc il y a, premier temps, ces poètes de cabaret, et c'est le moment où le cabaret entre dans l'histoire culturelle et dans l'histoire artistique. Et le deuxième temps, c'est le cabaret tel qu'il se développe au XVIIIe siècle. Alors, il y a un cabaretier célébrissime dont le nom vous dit peut-être quelque chose, c'est Ramponneau. Ramponneau, cabaretier de la fin du XVIIIe siècle, qui avait un cabaret très célèbre dans le quartier du Temple, dans ce qui est le 11e actuellement. Et voilà, au point que être Ramponneau, ça veut dire être ivre, parce qu'on y vendait du vin pas cher, mais aussi on y chantait. Et c'était un des hauts lieux fréquentés par l'aristocratie qui allait se dévergonder dans ce cabaret. Alors lorsqu'on pense au XVIIIe siècle, on pense les salons aristocratiques, la culture extrêmement élégante, etc. Mais l'envers de cette élégance, c'était cette aristocratie qui allait s'amuser dans les cabarets parisiens. Voilà, donc après ce parcours rapide, j'en viens au moment sérieux, si je puis dire, le moment où se cristallisent les choses, le XIXe siècle. Car c'est au XIXe siècle que l'on assiste à une véritable révolution du rire et de la culture comique, dont il faut prendre la mesure pour comprendre les formidables inventions comiques qui sont réalisées à cette époque, qu'il s'agisse de la caricature, très importante, Laurent Billy en a parlé aussi, de l'art des marionnettes, de l'art du clown, du cabaret, et ensuite du cinéma burlesque aussi, début 20e. Il y a une véritable transformation, de métamorphose du rire. Alors, il me faudrait beaucoup trop de temps pour la détailler, mais je peux la résumer rapidement, très en gros, mais de façon, j'espère, assez juste, en disant que, disons, depuis Aristote, depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle, le rire, fondamentalement, est censé appartenir à la sphère de la laideur. On rit de ce qui est laid. Alors c'est la formule célébrissime qu'on trouve dans la Poétique d'Aristote. Le comique naît d'un défaut et une laideur qui n'entraînent ni douleur ni dommage. Donc on rit parce qu'on se moque des gens qui sont mauvais, qui sont avares, qui sont bêtes, qui sont méchants, dès lors que ça ne fait pas mal. Mais le rire appartient à la sphère du laid, et comme le rire appartient à la sphère du laid, le rire ne peut procéder que de forme grossière, celle de la farce, de la satire, etc. Et donc de l'Antiquité jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, il y a toujours une relégation du rire dans la zone inférieure de l'art. Alors on peut avoir de bons artistes, Molière si on aime ou d'autres, etc., mais il n'empêche qu'en soi le rire est déconsidéré. Or la modernité, c'est-à-dire le XIXe siècle, comprend que non seulement le rire n'empêche pas l'invention artistique, mais il apporte à l'art quelque chose d'irremplaçable, qui est à la fois une compréhension plus profonde du réel et une ouverture inouïe sur le monde virtuellement infini de l'imagination. Le rire permet d'imaginer, le rire permet de créer.
Et là, je crois qu'on arrive là à la quintessence de ce qu'a représenté le cabaret à la fin du siècle, de ce que vous continuez à faire, j'imagine. Mais c'est quelque chose qui est absolument un bouleversement de la culture moderne et occidentale de fait. Alors en France, c'est Victor Hugo, c'est pas Victor Hugo, c'est Victor Hugo faisant le dessin de Gavroche, parce qu'il était un très bon dessinateur. C'est Victor Hugo qui, dans la préface de Cromwell, en 1827, va formuler une théorie du grotesque qui va féconder toute la nouvelle culture comique française moderne, c'est-à-dire la nôtre. Alors je cite quelques lignes de sa préface. « La muse moderne sentira que tout dans la création n'est pas humainement beau, que le laid y existe à côté du beau, le difforme près du gracieux, le grotesque au revers du sublime, le mal avec le bien, l'ombre avec la lumière. Elle se demandera si la raison étroite et relative de l'artiste doit avoir gain de cause sur la raison infinie absolue du Créateur, si une nature mutilée en sera plus belle, si l'art a le droit de dédoubler, pour ainsi dire, l'homme, la vie, la création, si quelque chose marchera mieux quand on lui aura ôté son muscle et son ressort, si enfin c'est le moyen d'être harmonieux que d'être incomplet. Ainsi, voilà un principe étranger à l'Antiquité, un type nouveau introduit dans la poésie, et comme une condition de plus dans l'être, modifie l'être tout entier, voilà une forme nouvelle qui se développe dans l'art. Ce type, c'est le grotesque, cette forme, c'est la comédie. Le grotesque, c'est le comique considéré comme un fait esthétique. Son apparition marque l'invention moderne d'un rire artistique et le rire du cabaret fin de siècle, le rire du chat noir et l'aboutissement de cette transfiguration artistique du grotesque. Il ne faut pas oublier que Émile Goudot, dont on a parlé, j'en parlerai 2 minutes aussi, et Alphonse Allais, qui est la vraie star du chat noir, ont d'abord été des poètes. Et on a évoqué le cercle des hydropathes, ce sont des poètes qui deviennent drôles, et qui font de la drôlerie parce qu'ils ont compris que la poésie moderne pouvait être drôle, et même, je dirais, devait être drôle. Alors il me faudrait des heures que je n'ai pas pour vous expliquer l'émergence de ce rire extraordinairement fantaisiste, inventif, qui amène le grotesque au premier plan de l'art du spectacle, mais pas seulement, car il ne faut pas oublier, mais ça a été évoqué, le lien de ces milieux poético-fantaisistes avec la caricature. C'est aussi un rire qui fait image. Il fait son avec la chanson, il fait image, et il fait texte avec des poèmes ou des journaux qu'on lit. Voilà, donc j'ai parlé de l'émergence de ce rire, je devrais parler de renaissance, car c'est au XIXe siècle que l'on redécouvre celui qui est le premier écrivain moderne français, et celui qui devient vite à la fois une référence, un symbole et un étendard de ce rire moderne, à savoir Rabelais. Voilà, je pourrais dire, il y a là aussi tout le cabaret, c'est-à-dire, rappelez-vous, la convivialité, l'alcool, la fantaisie, le rire, et se trouve chez Rabelais. Alors, dans les 5 livres écrits par Rabelais, je voudrais juste faire une petite pause dans le 4e, le quart livre, et surtout dans un passage absolument extraordinaire, vraiment, qui est un passage célébrissime, qui est le passage des paroles gelées. Alors, je vous résume l'histoire, parce que si je vous lis le texte, comme c'est en moyen français, et en français de Rabelais, c'est assez peu compréhensible si on n'a pas l'habitude de cette langue. Vous avez donc Panurge, Pantagruel et ses amis qui sont sur un bateau et qui sont à la recherche de l'oracle de la Dive-Bouteille, donc c'est une navigation. Et là, ils sont près de la mer glaciale, peut-être près de la Baltique, et ils entendent des sons bizarres, alors qu'il n'y a rien autour d'eux. Alors, ils ont très peur, mais le pilote du bateau les rassure, le pilote fit réponse, etc. N'ayez crainte, c'est parce qu'il y a eu un combat naval l'année dernière et les sons ont gelé. Mais comme c'est la sortie de l'hiver, ils sont en train de dégeler. Et à ce moment-là, ils voient aussi des sortes d'extraordinaires bulles colorées, de toutes les couleurs, irisées, etc. Là, voilà, il y a des paroles gelées, semblent dragées, perlées de diverses couleurs. Nous y vîmes des mots de gold, des mots de sinople, des mots d'azur, des mots de sable, etc. Et alors, c'est des mots bizarres, vous voyez, ça fait toutes sortes de sons étranges. Si j'arrive à lire, merci, voilà. Donc, les bulles fondent, et lesquelles bulles, ensemblement fondu, oui, un, istic, torche, lorgne, pour de dac, boubou. Je ne vais pas, je vais pas faire comme Laurent. Voilà. Donc, c'est très drôle. Et à ce moment-là, Rabelais dit, j'ai voulu garder certaines de ces belles bulles colorées, et je vais les mettre dans de la paille pour les garder comme on fait la glace. Donc il veut conserver ces bulles, et à ce moment-là,
Pantagruel ne le voulut pas, disant être folie faire réserve de ce dont jamais l'on a faute, et que toujours on a en main, comme son mot de gueule entre tous bons et joyeux pantagruélistes. On n'a pas besoin de conserver ces bulles, parce que nous, on peut faire des blagues, on n'a pas besoin, on peut les faire nous-mêmes. Alors, je traduis cette sorte d'allégorie qui est extraordinaire. Ces bruits gelés, en réalité, pour Rabelais, c'est une satire des querelles religieuses, des querelles théologiens. Bon, une fois, quelques mois passés, tous ces débats sérieux comme nos débats politiques, ça n'a aucun sens. Les bulles, c'est l'esthétisation. Ça peut faire de jolies choses. Ah, c'est rigolo, etc. Mais il ne faut surtout pas les garder, parce que si on les garde, on en fait une œuvre d'art, tandis qu'on veut simplement s'en amuser. Il faut profiter du plaisir d'échanger des bons mots. Et là, vous avez, me semble-t-il, quelque chose d'absolument extraordinaire, et c'est un des rares textes, passages où Rabelais s'introduit dans son histoire. Il dit « je », il parle de lui. Rabelais, il est devenu un personnage à côté de Panurge et Pantagruel. Et toute l'esthétique et l'éthique du cabaret est là, dans ce point de rencontre, cette ligne de crête toujours à conserver entre le plaisir partagé, toujours en toute complicité, il faut rester entre joyeux drilles et l'émotion proprement artistique que suscitent les billes. Il me semble que je parle du cabaret fin de siècle, dans cette ligne de partage, nous sommes des artistes, mais des artistes qui voulons vivre l'instant présent du bonheur, de la joie et du rire partagé. Voilà. Alors voilà, cela dit, la différence avec le cabaret, c'est qu'il n'y a toujours pas de public. Mais est-ce si important ? Parce qu'au cabaret, le public, on l'a dit à plusieurs reprises pendant la table ronde, est virtuellement invité à entrer en connivence avec les artistes. Et en fait, le véritable ancêtre historique du cabaret, ce ne sont pas ce sont plutôt les réunions joyeuses, les blagues, les lectures poétiques que se faisait entre eux la communauté festive des membres de la bohème au XIXe siècle. Les vrais ancêtres, ça a été dit par Laurent Bill aussi, vous avez pendant un demi-siècle, c'est quoi les membres de la bohème ? Ce sont d'anciens étudiants qui veulent être artistes, peintres, poètes, et qui, en attendant, faute d'avoir un métier plus profitable, travaillent dans les centaines de titres de la petite presse. Il faut vous dire qu'au XIXe siècle, vous avez l'équivalent de ce qui peut être, je ne sais pas, les salles de stand-up, des centaines de petits journaux artistico-satiriques qui publient un peu de caricatures et beaucoup de petits textes comiques, des blagues, des histoires drôles, etc., et qui font vivre des centaines de jeunes. Alors pourquoi tant d'importance à la petite presse? C'est que la presse normale étant censurée, autant, puisqu'on ne peut pas dire ce qu'on a à dire dans les journaux, autant dire des choses drôles. Et donc il y a une sorte de toute une population qui vit à Paris et qui s'amuse entre elles et qui s'amuse tellement que parfois, d'ailleurs, elles oublient de faire autre chose. Il y a un article en 1845 d'un certain Amédée Achard, qui est un article sérieux sur la décadence de la littérature. Il croit qu'il y a une décadence et sa thèse est la suivante: la littérature est entrée en décadence parce que les hommes de lettres dépensent trop d'énergie à faire des blagues dans les cafés parisiens. Donc on s'amuse trop oralement, donc on n'a plus le temps d'écrire. Je cite, on ne saurait croire tout ce qui se gaspille d'esprit, d'audace, de verve, d'originalité dans ces lieux perfides. C'est quelquefois un feu d'artifice éblouissant. Dans ce flux de paroles incessantes, ce sont 1000 traits hardis, 1000 aperçus ingénieux. L'expression est souvent heureuse, le tour de la pensée vif, mais quand les portes du café s'ouvrent, les discussions s'enfuient avec les orateurs et tant de propos, et de tant de propos, il ne reste rien, pas même un souvenir. L'esprit s'est fatigué. Voilà tout. Et au fond, le cabaret, c'est le reversement, le déversement de ce rire partagé à l'intérieur des bohémiens, mais cette fois-ci vers le public, puisque la société le permet, puisqu'il y a cette institution nouvelle qui est le cabaret Montmartrois. Bon, Laurent Bill a parlé de l'Hydropathe, j'ai la même image que lui, et l'Hydropathe, c'est le journal qui est l'émanation du cercle des hydropathes. Alors le cercle des hydropathes, ça a été dit, ce sont des poètes qui décident de faire une sorte d'association, de club de lecture où les poètes lisent publiquement leurs poèmes à d'autres poètes. Alors, il peut y avoir un public, mais on est encore un peu dans le motif de la goguette, c'est-à-dire une consommation entre soi, même si ça se libère un peu. Et c'est le même Goudot. Alors Henri Goudot a créé l'hydropathe. Hydropathe, ça veut dire probablement soit qui est malade, qui n'aime pas boire de l'eau, soit qui se soigne par l'eau. Mais quand on s'appelle Goudot,
on voit bien qu'on a un problème avec l'eau, hein, donc c'est un pur calembour, hydropathe Goudot, bon, vous avez compris. Bon. Mais la vraie star, je l'ai dit, de l'hydropathe et du chat noir, puisque donc Émile Goudot, pas Henri, Émile Goudot va créer la revue Le Chat Noir à l'intérieur du cabaret qui lui est créé par Rodolphe Salis. Hein. Donc vous avez, ce qui est très intéressant, quasiment en même temps, un cabaret et par ailleurs une revue. Et vous voyez bien le lien entre le monde des limonadiers, si je puis dire, on a parlé des limonades, des cabaretiers, le monde de l'art, le milieu des poètes et cette petite presse qui est l'émanation du XIXe siècle. Et là, donc, vous avez Alphonse Allais, qui est, je disais, la star du Chat Noir. Je parlais de Baudelaire. Vous voyez, ça, c'est une caricature faite par un ami de Baudelaire, Durando, qui paraît en 1865, Les Nuits de Monsieur Baudelaire, parce que Baudelaire, le poète Baudelaire n'est pas toujours pris aussi au sérieux qu'on le croit. On voit les jambes de Baudelaire qui émergent d'un lit totalement renversé parce qu'il a fait un cauchemar. Et on comprend qu'il a fait un cauchemar puisqu'il y a un chat noir, un squelette, etc. Donc Baudelaire est un personnage de cette bohème drôle parce que je vous disais que ces bohémiens riaient entre eux, mais il faut aussi se rappeler que eux, ce qu'ils adorent, ce sont les scènes alternatives qui existent, c'est-à-dire déjà les clowns, les marionnettes, les mimes, et le mime le plus célèbre, le mime français le plus célèbre, le célèbre De Bureau, hein, qui est la grande star du mime au XIXe siècle. Alors, évidemment, on n'a que des photos, on n'a pas d'enregistrement de ces spectacles, mais c'est lui qui se produit au théâtre des Funambules. Alors, il y a aussi les marionnettes, ça c'est les marionnettes. George Sand était passionné par les marionnettes et elle avait créé un théâtre des marionnettes dans son château à Nohant et c'était son fils Maurice Sand qui fabriquait les marionnettes. L'essentiel, c'est que ces bohémiens aiment tout sauf, je dirais, le théâtre officiel, enfin le théâtre plutôt qui a pignon sur rue, où vous avez comme ça des spectateurs applaudissant béatement, ou un petit peu plus tard dans le siècle, là vous avez une photographie représentant une scène du dindon de Feydeau. Donc ils essaient de trouver quelque chose qui est loin de cette satire de la comédie, mais aussi qui s'éloigne en gros au XIXe siècle, dans la deuxième moitié, vous avez le théâtre, c'est plutôt pour un public bourgeois, et pour le public populaire, vous avez le café-concert. Pourquoi le café-concert? Parce que les goguettes ont été interdites par le pouvoir à partir de 1849, et que donc il fallait bien amuser le peuple, et donc l'institution du café-concert a remplacé la goguette, en fait, pour des raisons essentiellement de répression politique. Et alors la star des musicals à la fin du XIXe siècle, c'est le pétomane. Et évidemment, bon, ça paraissait très drôle. Ça a été vraiment une énorme star, mais évidemment, son registre était assez limité, comme vous l'imaginez, vous le voyez. Ce monde de la bohème, donc, il imagine surtout ce qu'il veut, c'est un théâtre de la fantaisie, de l'imagination débridée, de ce que Baudelaire appelle le surnaturalisme et qui annonce le surréalisme. Voici par exemple comment Théophile Gautier, qui est une figure donc, de ce monde-là, imagine le théâtre idéal, qui est un théâtre évidemment totalement fantasmagorique. C'est un singulier théâtre que celui-là, des vers luisants y tiennent lieu de quinquet, un scarabée battant la mesure avec ses antennes est placé au pupitre, le grillon y fait sa partie, le rossignol et premières flûtes, de petits sylphes sortis de la fleur des pois, tiennent des basses d'écorce de citron entre leurs jolies jambes, plus blanches que l'ivoire, etc., etc. Alors, quant au théâtre, à la pièce elle-même, tout se noue et se dénoue avec une insouciance admirable. Les effets n'ont point de cause et les causes n'ont point d'effet. Le personnage le plus spirituel est celui qui dit le plus de sottises. Le plus sot dit les choses les plus spirituelles. Les jeunes filles tiennent des discours qui feraient rougir des courtisanes. Les courtisanes débitent des maximes de morale. Les aventures les plus inouïes se succèdent coup sur coup sans qu'elles soient expliquées. Le père noble arrive tout exprès de la Chine dans une jungle de bambou pour reconnaître une petite fille enlevée. Les dieux et les fées ne font que monter et descendre dans leur machine. Donc la Deus Ex Machina qui fait monter et descendre, là, ça devient des sortes de balançoires, ça monte, ça descend. Enfin, c'est absolument n'importe quoi. C'est une sorte de délire débridé. Et c'est très drôle et c'est très artistique. Et c'est merveilleusement, enfin, on n'est pas loin d'Alice au Pays des Merveilles. Hein, c'est ce mélange de fantaisie, de poésie, sur une scène, évidemment, une scène imaginaire. Et là, je crois que vraiment, nous sommes au cœur de ce qui va devenir le cabaret, sauf que, évidemment, dans les contraintes qui sont celles
d'une salle où il s'agit de faire consommer, bien sûr, et de faire des recettes. Hein. On a déjà évoqué ce compromis entre l'idéal artiste et la nécessité quand même d'en faire un métier, d'arriver à quelque chose. Et donc, ce que je veux dire, c'est que le cabaret, avec toutes ses nuances et ses variations dans le temps, me semble l'héritier de cette véritable métamorphose artistique qui s'opère au XIXe siècle, donc, et dont les ingrédients principaux sont, je le répète à nouveau, une connivence complice avec le public, une fantaisie poétique, une potentialité contestataire, mais qui n'est pas toujours réalisée. Enfin, en tant que spécialiste du rire, je suis toujours assez réticent à l'idée que le rire c'est fait pour contester. Le rire c'est fait pour rire et pour faire rire. Et donc si on peut contester en plus, c'est très bien, mais il ne faut pas que la contestation soit si forte que ça cesse d'être comique. Mais l'essentiel, encore une fois, c'est la fantaisie poétique et aussi la recherche de lieux alternatifs, donc avec le cabaret. Et je vais donc terminer dans cette course échevelée, un peu trop évidemment hâtive, en revenant au texte que j'évoquais en commençant, l'essai de Baudelaire de l'essence du rire, qui, même s'il porte d'abord sur la caricature, est le grand texte français sur le rire, et je pourrais vous démontrer la filiation entre Baudelaire et Alphonse Allais, mais je n'ai pas le temps. Alors dans cet essai, Baudelaire, il dit plein de choses, mais surtout, il y oppose le comique ordinaire au comique absolu. Alors le rire, écrit et pense Baudelaire, est toujours le signe de la volonté de supériorité de l'homme. Mais de deux choses l'une, soit l'homme veut se moquer des autres hommes, c'est le rire de la satire, de la comédie molièresque, de l'ironie voltairienne. Et à vrai dire, Baudelaire déteste et Molière et Voltaire pour cette raison, parce qu'en plus, d'une part, pour Baudelaire, le satiriste n'invente rien, il ne fait qu'imiter la réalité, et en plus il l'en les dit, et en plus il affaiblit son rire en prétendant donner des leçons de morale. Soit on veut être sérieux, soit on veut faire rire. Mais si on est dans le domaine du comique, il faut se consacrer au comique. Donc, deuxième hypothèse, l'homme veut se montrer supérieur à la nature elle-même, il en reprend des éléments, les couleurs, les sons, les sensations, les figures, pour composer des choses totalement nouvelles. Le rire confine alors au fantastique, à ce que Baudelaire appelle aussi le surnaturalisme, et on n'est pas loin, je le répète, du surréalisme, et ce rire devient de l'art pur, qui n'a plus rien à voir avec le comique de Molière, et ce rire d'invention, il le trouve, lui, dans les caricatures, et aussi dans des mimes acrobatiques venus d'Angleterre, qui sont alors très à la mode, qui sont les frères Hanlon. Et donc je vais terminer en citant cette sentence extraordinaire de Baudelaire: l'essence très relevée du comique absolu en fait l'apanage des artistes supérieurs qui ont en eux la réceptibilité suffisante de toute idée absolue. Bon, pour simplement, le comique à l'état pur, c'est l'art lui-même, une sorte de rencontre extraordinaire, idéale, entre le fait de rire et le fait de créer. Alors évidemment, c'est un idéal inatteignable qu'esquisse ici Baudelaire, mais outre le fait que lui-même a pensé l'atteindre dans ses poèmes des Fleurs du Mal, hein, je l'ai démontré dans un livre que chaque fleur du mal, chaque poème cache en réalité un fait d'ironie ou de comique plus ou moins dissimulé. Je pense qu'il n'est pas un artiste du cabaret qui ne songe pas à parvenir, ne serait-ce que dans un instant miraculeux de son numéro, avec le regard complice du public, et même s'il ne connaît rien, ce qui est probable du texte de Baudelaire, n'essaie pas d'atteindre à ce moment de rencontre entre le rire et quelque chose qui relève d'un pur geste artistique. Voilà. Merci.